Tout n'a certes pas été parfait dans notre gouvernance au quotidien. J'ai conscience que beaucoup de choses restent à être améliorées et c'est ensemble que nous parviendrons à ce qu'il est convenu d'appeler la perfection. Mot extrait du discours du Premier ministre sur la situation de la nation. Deuxième exercice de la mandature de Christophe Dabiré. L'économie, la sécurité, le sanitaire, le social ou encore la politique. Aucun sujet n'a été éludé. C'est ensemble que nous revenons sur les axes majeurs de cette déclaration retransmise en direct sur la RTB. Une affaire de déchets d'équipements électriques et électroniques qui vire à la campagne de désinformation contre la CCIBF. Elle est l'œuvre d'une association usurpant les logos de l'institution consulaire. Le responsable pour l'instant est aux arrêts après le verdict en première instance du tribunal. De quoi s'agit-il exactement? Explication d'une affaire qui remonte à 2018 dans ce journal. Le cours normal du coton qui fait les frais de la crise sanitaire, plus de 7 milliards en perte pour le Burkina, l'estimation de la Sofitex. Le coton destiné à la vente reste toujours en stockage. Le prix d'achat aux producteurs pourrait en être impacté. Détail avant la fin de cette édition. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. C'est une obéissance à l'impératif constitutionnel. Le discours sur l'état de la nation a été prononcé ce matin à l'hémicycle par le Premier ministre. Le point des difficultés qui ont émaillé la gouvernance en 2019 a été fait sur fond de reconnaissance de la capacité de résilience des Burkinabés qui, en plus du Covid-19, continuent à faire face aux attaques terroristes. L'économie, néanmoins, garde le cap de la croissance, même si l'on note une baisse sensible. Retour sur l'allocution avec Pascal Canet. C'est une année difficile pour tous les Burkinabés, mais le pays a fait jusque-là preuve de résilience. Le décor est ainsi planté par le Premier ministre dans un hémicycle particulièrement clairsemé pour cause du coronavirus. Et c'est naturellement par cette pandémie qui a touché le Burkina Faso depuis mars 2020 que Christophe Dabiré entame le point de la situation de la nation. Le président du Faso, dit-il, a pris la mesure de la situation et a pris des mesures de restriction et d'accompagnement pour freiner la propagation de cette maladie dans le pays. Christophe Dabiré salue par ailleurs la chaîne de solidarité nationale et internationale qui s'est créée à l'occasion. Mais 2019 reste marqué par la poursuite des attaques terroristes contre le Burkina Faso, des attaques auxquelles les forces de défense et de sécurité répondent avec professionnalisme. Mieux, le chef du gouvernement note une montée en puissance des forces de défense et de sécurité avec un changement de stratégie qui se révèle payant. Le chef du gouvernement salue et soutient les forces de défense et de sécurité dans leurs opérations. Dans ce combat difficile que mènent nos forces de défense et de sécurité contre cet ennemi invisible, elles ont par moments fait l'objet de critiques. Je peux vous rassurer qu'elles interviennent en ayant à l'esprit le respect des droits humains, la sécurité des Burkinabés et des personnes qui ont trouvé refuge au Burkina Faso. En tout état de cause, chaque fois qu'il y a eu des présomptions d'exaction, d'incidents graves ou de manquements, des procédures administratives et judiciaires ont été diligentées pour faire la lumière sur la situation. Il en a été ainsi du cas récent des morts suspectes de 12 présumés terroristes à Tanwalbougou, dans la région de l'Est. Le gouvernement saisi de l'affaire a instruit les ministres compétents d'engager des enquêtes sans délai, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire. Malgré un contexte difficile, le Burkina Faso reste économiquement debout, avec une croissance estimée à 5,7% en 2019. Une croissance en baisse, mais qui reste l'une des plus élevées de la sous-région. Une croissance que le chef du gouvernement met à l'actif du dynamisme du secteur privé. Il traduit la compétitivité de notre économie et justifie à souhait la confiance que les partenaires et le secteur privé continuent de placer en notre pays. En effet, dans son rapport sur l'état du secteur privé en 2019, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso note que le nombre d'entreprises créées au niveau national a connu une hausse de 5%. De même, l'afflux des investissements directs étrangers
s'est inscrit en légère hausse par rapport à son niveau de l'année précédente. L'autre point de satisfaction du chef du gouvernement est la transformation de l'économie à travers les infrastructures. Christophe Dabiri estime que des efforts ont été déployés à ce niveau et s'y poursuivront. Le gouvernement a porté à 771 km la longueur totale des routes bitumées ou ayant reçu un entretien de 2016 à 2019. 960 autres kilomètres sont en travaux. Pour 2020, l'objectif est d'engager la réalisation de 614 km. Au cours de la même période, sur 2323 km de pistes rurales dont les travaux ont été engagés, 1928 km sont achevés. Toutes ces réalisations ont été effectuées dans un climat social agité. Le chef du gouvernement rappelle que le président du Faso a instruit d'achever le système de l'énumération et son gouvernement s'y attelle. Le Premier ministre appelle encore une fois de plus à l'apaisement du climat social. Santé, éducation, diplomatie, sport ou encore culture, chiffre à l'appui, Christophe Dabiri souligne les avancées. Mais tout n'a pas été pour autant parfait dans sa gouvernance, souligne-t-il. Mais c'est avec tous les Burkinabés qu'il souhaite travailler pour mieux faire. 7 heures d'exercice pour se soumettre ensuite à une séance d'échange d'avec les 29 députés sur les 31 présents. Près de 80 questions posées. L'ambiance était au rendez-vous de l'hémicycle aménagé spécialement pour la circonstance. Voyons cela avec Roger Kam et Dramana Guéné. Question-réponse, acte 2 du grand oral du Premier ministre devant la représentation nationale. 29 députés sur les 31 présents ont pris la parole, qui pour féliciter, qui pour blâmer le bilan de l'action du gouvernement en 2019. Il sied ici encore d'adresser toutes nos félicitations au gouvernement pour les engagements tenus. Ce discours sur la situation de la nation devrait être pour moi en tout cas un discours d'adieu et un discours de bilan aussi. Parce que ce n'est pas évident que vous aurez la chance de revenir ici l'année prochaine. Séance bien fournie, près d'une centaine de questions ont été posées par les députés. Premier volet, le calendrier électoral dans un contexte d'insécurité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures diligentes que le gouvernement envisage prendre, non seulement pour assurer la sécurité des électeurs durant tout le processus électoral, mais aussi celle des candidats, surtout qu'ils sont appelés à conduire la campagne? Ce sont les exigences de la démocratie. C'est une décision de la classe politique et nous avons réuni cette classe politique qui, après discussion, a estimé que les délais pouvaient être respectés. Dans son discours, le Premier ministre a parlé d'apaisement du climat social, indignation d'un député de l'opposition. Est-ce qu'on pourra parvenir à cette trêve sociale et à l'unité nationale qu'on recherche si on continue à appliquer aux forces des lois décriées, telle l'UTS, telle la suspension des salaires de certains fonctionnaires? Nous n'avons pas imposé l'UTS à qui que ce soit. Vous, les députés, vous avez voté une loi et chaque fois que je viens me présenter devant vous, vous dites oui, l'autorité de l'État, on ne fait pas ceci. Bon, la loi n'est pas respectée, vous ne dites rien. Mais quand on décide d'appliquer la loi, on dit que la loi est mauvaise. Mais honorable député, si la loi est mauvaise, vous avez la responsabilité de la corriger et de faire en sorte qu'elle soit bonne. Gestion de l'insécurité au Burkina, des députés demandent des explications sur la traque des suspects terroristes. La presse a souvent relayé les critiques et accusations des organisations nationales et internationales de lutte pour les droits humains, accusant nos FDS d'exécutions extrajudiciaires. Tout dernièrement, à Tanoual-Bougou, où 12 corps ensanglantés de présumés terroristes ont été retrouvés à la gendarmerie de cette localité. Nous avons engagé un processus de dispositions administratives et de dispositions judiciaires pour que la vérité éclate et la lumière soit faite. Maintenant, nous sommes en contact avec les ministres qui ont la responsabilité de gérer ce type de questions pour que s'il y a des mesures conservatoires à prendre, que ces mesures soient rapidement prises. Des grands chantiers et projets du gouvernement sont bloqués par manque d'espace, comme l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout simplement vous dire, ne vous laissez pas distraire par des oiseaux de mauvaise augure.
ni par des individus qui intentionnellement veulent ralentir l'élan du gouvernement dans la réalisation de cet hôpital. Tout ce que vous entendrez à côté, à droite et à gauche, ce ne sont que des rumeurs. Attendez qu'on vous donne la version définitive. Lorsqu'on aura présenté le rapport au président du FASO et au Conseil des ministres, vous saurez quelle est la décision qui a été prise. Et nous sommes toujours en contact avec nos amis de la Chine populaire qui estiment que le financement est toujours disponible et qu'ils accompagneront notre pays dans la mise en œuvre de ce projet. Une situation saisie par le président de l'Assemblée nationale pour demander la suspension des activités des promoteurs immobiliers dans l'occupation de l'espace. C'est vrai que nous sommes là-dessus avec une commission d'enquête sur les promoteurs immobiliers, mais nous voudrons solliciter le gouvernement avant que les résultats ne vous soient communiqués de pouvoir prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne les délibérations des différents conseils municipaux. Sinon, demain, on n'aura pas de terre, l'État n'aura pas de terre pour faire une réalisation quelconque. Vous avez tout à fait raison. Lorsque on veut construire aujourd'hui une école, et ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui me dira le contraire, on a des problèmes à trouver des terrains pour mettre un lycée, pour mettre un collège, pour mettre une école privée ou pour mettre un centre de santé. Mais à cette allure, le gouvernement, l'État sera réduit à sa portion congrue parce qu'il sera à la merci des décisions des propriétaires terriens qui ont la liberté de disposer de leurs espaces comme ils l'entendent, et ça peut poser énormément de problèmes. Donc de ce point de vue, l'engagement que je prends devant vous, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler à régler cette question à travers une révision de la loi. Plus des 2/3 du temps de l'exercice ont été consacrés à cette étape de questions-réponses. Discours applaudi par la majorité, l'opposition par contre affirme ne pas s'y retrouver. C'est donc dire que les appréciations étaient diverses à l'issue de l'exercice. C'est ce qui ressort des propos des différents groupes parlementaires au micro de Paul-David Bambara, Roger Kam et Olopoda. À quelques exceptions près, la photocopie sur la situation de la nation présentée par Christophe-Joseph-Marie Dabiré a séduit la représentation nationale, en particulier les élus de la majorité. Les progrès réalisés par l'exécutif dans ce contexte difficile sont la preuve, selon les députés de la majorité, d'un leadership affirmé et d'une grande capacité de résilience. Je dirais que ce discours, à mon sens, est adapté à la situation. Parce que dès l'entame, le Premier ministre a campé le décor en bâtissant donc ce discours-là sur les deux grandes crises que nous vivons. Et cela est réel, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand je prends le secteur de l'eau, en termes d'infrastructures hydrauliques, nous sentons qu'il y a des avancées. Quand je prends le secteur de l'éducation, il y a des avancées en matière de construction. Et les infrastructures, il y a également des avancées. Donc en réalité, malgré le contexte, nous disons que le gouvernement arrive à dérouler le programme donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré. Au-delà de cette que je sois ensemble député, je suis au niveau de la commission de relations des politiques publiques et de suivi des recommandations. Ça veut dire que j'ai un répertoire d'activités, d'actions dites par le gouvernement, que je suis. Leur réalisation m'incombe. Et à ce que je sache, aujourd'hui nous sommes à pratiquement 80% de ce qui a été dit et qui a été réalisé. Des progrès certes, mais bon nombre de députés ont relevé des insatisfactions qui pour eux entachent l'action gouvernementale ces 12 derniers mois. L'opposition qui dit être restée sur sa faim appelle surtout le gouvernement à renforcer son action pour faire reculer les frontières de la pauvreté et de l'insécurité. Il ne s'agit pas de peindre la situation en noir, mais il s'agit de prendre en compte les fortes préoccupations du moment au regard des enjeux, au regard du contexte. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de réponse forte, tant qu'il n'y a pas de mesures énergiques et urgentes sur la question de la cohésion sociale, sur la question de l'emploi des jeunes, sur la question de la relance économique, il est clair
que notre nation restera aujourd'hui en difficulté. Moi, en tout cas, la majeure partie de mes questions n'ont pas reçu de réponse. Et je sais que beaucoup d'autres députés aussi ont ce même sentiment. Finalement, ce discours n'aura pas atteint l'objectif attendu par les députés qui était de nous éclairer sur des problématiques majeures et aussi des questions d'ordre particulier dans nos provinces. Beaucoup de questions sont restées sans réponse. Le Premier ministre nous a envoyés vers les ministres en charge de ces questions. En remerciant les députés de la majorité et de l'opposition, le Premier ministre dit prendre en compte les suggestions et recommandations et travaillera avec son gouvernement à répondre au mieux aux attentes des populations des villes et campagnes. Relativement à cette actualité, nous retrouvons Fousseni Kindo avec vous sur le coup de 21h. D'autres invités pour un plateau spécial. Bonsoir Fousseni. Bonsoir Ruth, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Christophe Dabiré était effectivement ce mardi à l'Assemblée nationale pour un grand oral. Un grand oral qui a permis de revenir sur les points saillants qui ont marqué l'année écoulée. A-t-il été convaincant dans ses arguments? Les députés ont-ils posé des questions complaisantes ou le grand oral a-t-il été simplement un service minimum? Autant de questions et bien d'autres que nous tenterons de répondre avec nos invités, surtout qu'on ira plus loin dans la gestion du Covid-19 au Burkina, l'insécurité, mais également le renforcement du capital humain. Donc, Ruth, vous l'avez dit, sur le coup de 21h, nous serons avec des politiques, nous serons également avec des analystes politiques pour un décryptage de ce grand oral de Christophe Dabiré. N'en dites surtout pas plus, nous serons au rendez-vous de 21h. Dans un autre registre, la deuxième et dernière phase d'indemnisation des militaires et fonctionnaires de police radiés est en marche depuis ce 18 mai. 130 personnes sont concernées par cette opération. C'est pour le HCRON et le gouvernement, c'est le couronnement d'un processus qui vise la réconciliation. Les bénéficiaires, eux, disent attendre mieux et surtout l'issue du dossier en justice. Les images avec Adama Guiti et Maïmouna Traoré. C'est en larmes que Germaine Bouddha termine l'interview. Épouse de militaires radiés suite aux mutineries de 2011, elle représente ici son mari décédé après sa radiation de l'armée. La veuve remercie l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement du processus d'indemnisation. Pour Farmatiba, les 3 500 000 francs CFA qu'il reçoit ici lui permettront de renforcer l'activité qu'il mène depuis les événements de 2011. Il salue également la démarche, mais espère mieux, tout comme ce bénéficiaire qui a du mal à cacher son mécontentement. Le HCRON a joué un rôle de justice transitionnelle et nous avons une justice classique. Et je crois que nous allons continuer là-dessus parce que vous êtes au courant quand même que nous sommes toujours en justice. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas pris depuis la première tranche. Les cas ne sont pas toujours apaisés. Là, il faut le dire franchement. C'est pas facile. Voilà. Quand on accuse des gens à tort et à travers, on dit non, que vous n'avez rien fait. Pourquoi la différence entre 1 500 000 et 3 500 000? À partir de là, vous devez comprendre. Apaiser les cœurs, œuvrer pour la cohésion sociale, selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, c'est le leitmotiv qui guide ce processus de réinsertion sociale des policiers et militaires radiés. 772 personnes sont concernées et environ 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour leur indemnisation et leur formation professionnelle. Sans cohésion sociale, il vous est difficile de parler de réconciliation nationale. Et en traitant les dossiers, en faisant en sorte que tous ceux qui sont concernés soient associés à ce processus-là, nous souhaitons et nous appelons de tous nos voeux ces concernés-là à devenir eux-mêmes, de par le contact qu'ils auront établi pendant le traitement de leur dossier avec le HCRON, à devenir eux-mêmes des ambassadeurs, des promoteurs de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le montant n'est pas la chose la plus importante parce qu'en réalité, c'est d'abord de se pardonner et de regarder ensemble dans une même direction. Parce que même si nous donnons des montants extraordinaires et qu'on se sépare, on ne s'est pas réconcilié, on ne se pardonne pas, nous n'allons pas pouvoir bâtir cette nation. Selon les chiffres du ministère en charge de la formation professionnelle, plus de 300 d'entre eux ont exprimé le besoin de la formation.
Le dossier est en bonne voie et la formation à divers métiers devrait commencer les semaines à venir. Victime d'une campagne de désinformation par un groupe de personnes réunies au sein d'une association d'ailleurs non reconnue par les pouvoirs publics. Ainsi se présente la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'association prétendrait agir en mandat sur mandat de l'institution consulaire. L'affaire portée en justice par la CCIBF a été tranchée en sa faveur et pour donner le maximum d'informations sur le sujet, elle a confié les journalistes à une conférence résumée par Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina situe la genèse de l'affaire en 2018 quand un nommé Ferdinand Ouedraogo veut soumettre l'institution à un audit par son propre cabinet privé sur des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'audit n'aura pas lieu car l'institution ne produit pas de tels déchets et la démarche est inconnue au ministère en charge de l'environnement. Et depuis, il sera auteur de correspondances comme celle dans laquelle il met en doute la légalité de l'institution née d'un arrêté de 1948 qu'il qualifie de colonial. Le 25 avril dernier, avec des amis, il crée une association de noms, de logos et de missions similaires à la Chambre de commerce du Burkina avec diffusion de l'information dans certaines presses et sur les réseaux sociaux. Ce dernier acte pousse l'institution du secteur privé à porter l'affaire devant le juge qui lui donne raison. Le juge leur a ordonné de cesser toute utilisation de l'appellation Chambre de commerce ainsi que tout anglicisme, tout sigle ainsi que tout logo qui ressemble dans tout support de communication accessible au public. Le juge a condamné solidairement ces trois susnommés à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso la somme d'1 million de francs CFA au titre des frais exposés pour sa défense. En réponse aux questions des journalistes, les conférenciers affirment qu'il n'y a pas de vide juridique concernant les textes de l'institution, mais pourquoi avoir attendu 2 ans avant de réagir aux agissements du sieur Ouedraogo? On a attendu 2 ans parce que nous nous sommes rendus compte, au bout de 2 ans, après avoir fait des démarches, après avoir négligé, banalisé même dans un premier temps, nous nous sommes rendus compte que ça continuait et qu'il y avait effectivement un préjudice. Le préjudice, c'était la réputation, c'était la stabilité même de certaines personnes qui travaillaient ou qui étaient en relation avec nous, qui commençaient à se poser des questions. Sinon, sur le plan juridique, nous avons toujours su que nous sommes dans notre bon droit. Aux dernières nouvelles, le sieur Ouedraogo serait sous les verrous suite à la décision exécutoire du 13 mai dernier. Il dispose de 15 jours pour faire appel. Cette autre affaire qui, si elle venait à se concrétiser, ferait des mécontents au sein de la population. Le prix du taxi pourrait passer de 300 à 500 francs selon la requête de l'Association des jeunes conducteurs de taxi. La limitation du nombre de passagers serait à leur désavantage et l'association sollicite l'intervention des autorités. Explication détaillée au cours de la conférence de presse suivie par Jean-Eudes Bayala et Sékou Zongo. Ça, on nous laisse prendre le nombre de personnes que nous voulons. Les nouvelles mesures qui régissent le secteur du transport ne sont pas du goût de l'association des jeunes conducteurs de taxi. C'est du moins ce qu'ils ont fait savoir à la presse au cours de cette conférence. Pour les conférenciers, la réduction du nombre de passagers dans les taxis recommandés dans le protocole d'accord pour la reprise des activités implique nécessairement une hausse de prix du taxi. Nous demandons aux syndicats à l'État de voir notre cas. Parce que bien avant, nous prenions déjà 6 personnes à 300. Aujourd'hui, on nous exige de prendre 3 personnes. Et nous demandons si nous allons prendre les 3 personnes, il n'a qu'à renvoyer le prix du taxi à 500 francs l'unité. Pourtant, nulle part il a été mentionné la hausse du prix du taxi dans le protocole d'accord de reprise des activités signé entre les acteurs des transports et le ministre en charge des transports. Mais pour Moumouni Ouedraogo et ses camarades, ce protocole d'accord n'engage pas l'association des jeunes conducteurs de taxi. On ne nous a pas avisé. On a fait une demande, c'est eux qui nous ont fait, on ne nous a pas avisé. L'accord était signé hors de nous.
On n'était pas là-bas. Pourtant, c'est nous qui avons demandé de faire la démarche. On ne comprend pas. Cette conférence de presse vise à interpeller l'autorité selon l'association des jeunes conducteurs de taxi. Et si rien n'est fait, elle menace de ne pas respecter le nombre de 3 passagers par taxi. Autre titre de l'actualité, des pertes qui s'estiment à 7 milliards de francs CFA pour le Burkina. Elles sont la conséquence du Covid-19 sur le cours du coton. L'apparition de la maladie rejaillit sur les activités de la Sofitex avec justement un retard dans l'embarquement du coton à vendre et logiquement un coût supplémentaire pour le stockage. La situation pourrait même faire baisser le prix d'achat du coton graine aux producteurs. Les détails, c'est dans ce dossier signé Kassoum Milogo et Karima Sissé. Des stocks de balles de coton fibre estimés à 27 000 tonnes, toujours entassés sur le site de la Sofitex, Bobo 3. C'est l'une des conséquences du Covid-19 sur les activités de la Nationale de l'Or Blanc. D'autres quantités aussi importantes sont en attente au niveau des différents corridors. Actuellement, nous avons loué des magasins pour la période allant d'avril à août et cela va coûter environ 306 millions. Avec la pandémie de la maladie à coronavirus, on note une baisse sensible de la consommation du coton de par le monde. Une situation qui influe négativement sur le cours international du coton. Avant la pandémie, le coton était vendu à environ 975 francs le kilogramme. Actuellement, avec la pandémie, le coton se vend et coté à 830 francs le kilogramme. C'est dire qu'il y a un manque à gagner de 145 francs CFA par kilogramme. Et avec les 45 000 tonnes de coton fibre que la Sofitex doit vendre cette année, les pertes à ce niveau pourraient se chiffrer à 7 milliards de francs CFA. C'est seulement quand le coton est sur les bateaux que les factures sont réglées. Actuellement, le coton n'est pas embarqué. Il se trouve dans des magasins et Sofitex doit obligatoirement faire face aux différentes institutions bancaires parce qu'il y a des échéances. On doit régler les fournisseurs et les prestataires de services. Donc, on aura du mal à respecter les échéances. L'impact du Covid-19 sur les activités de la Sofitex ne se limite pas uniquement à la campagne écoulée. Celle de 2020-2021 pourrait être touchée de plein fouet avec une probabilité de la baisse du prix d'achat du coton graine aux producteurs. Lassana Kargougou appelle à l'union sacrée de tous les producteurs dans cette épreuve pour sauver la campagne cotonnière ou du moins ce qui peut l'être. Cette autre décision, conséquence de la crise sanitaire, il s'agit de la suspension de la Semaine nationale de la culture prévue initialement du 28 mars au 4 avril dernier. Jusque-là, aucune date n'a été avancée en remplacement et bon nombre d'acteurs culturels craignent une annulation. C'est le cas pour certains rencontrés dans le Pony, comme nous le montre ce reportage de Elvis Tuina, Oumar Oussayon et Bienvenue Tansa. Sur ce tableau, un ensemble de signes chorégraphiques établis par la troupe de danse d'Indiormé de Kamti. À la Semaine nationale de la culture SNC 2020, il fallait reproduire soigneusement les pas de danse et les figures de scène cachées derrière ces symboles et c'était la réussite assurée. Mais la Biennale de la culture burkinabé est suspendue pour raison de Covid-19. La troupe a dû arrêter les répétitions et ranger son matériel. Toutes les répétitions sont arrêtées. Alors, parce qu'on ne dit plus de rassemblement. Et même si on s'amusait autant, souvent on répète jusqu'à 19h30 comme ça, avec le couvert qui était instauré à 19h. Oui, il y a tous ces peurs. À Gawa, grande fut la surprise des 8 membres de l'orchestre Sirakadjan dès l'annonce de la suspension de la SNC. Sous le poids des mesures restrictives de liberté, les acteurs ont rangé certains matériels. Ils ont opté pour des répétitions individuelles. On était en pleine répétition, on se préparait. Je pense que les dates étaient presque proches. Alors donc, l'événement, on nous a annoncé subitement. Bon, c'était la désolation, mais comme c'était un phénomène mondial, et nous aussi, on ne fait que suivre les décisions des autorités.
Depuis quelques jours, le gouvernement burkinabé procède à des allègements dans divers secteurs, reprise du transport, réouverture des maquis, restaurants, salles de spectacle et la liste n'est pas exhaustive. Ces acteurs se demandent à quand le tour de la SNC. Jusqu'à présent, aucune information. Je pense que notre direction provinciale, régionale, personne ne nous a contactés pour nous dire quoi que ce soit. Nous savons seulement que tout est suspendu depuis le communiqué que nous avons entendu et puis la visite, je pense, du ministre à Bobo. Aucune date n'est communiquée afin donc pour qu'on puisse au moins leur dire que la reprise est pour tout. La situation est en train d'évoluer. Elle a même évolué au niveau des acteurs puisqu'il y a un décret même qui est pris afin donc de permettre aux salles de spectacle, de permettre également aux salles de ciné de pouvoir reprendre les activités. La Semaine nationale de la culture était prévue du 28 mars au 4 avril dernier. Dans le Pony, certains qualifiés disent ne plus avoir la tête à la chose. L'orchestre Siracadian s'est lui lancé dans la sensibilisation contre la maladie à coronavirus et la sortie de cette mélodie s'annonce pour bientôt. 84 millions en soutien à 5 régions du Burkina dans la lutte contre le Covid-19. Le geste de l'ONG CBM en collaboration avec le Conseil régional du Centre est composé de matériel de protection et de vivres pour les personnes en situation de handicap. La remise avec Nong Bakouda et Amandine Lalsaga. Du matériel de protection contre le Covid-19 et des vivres pour les personnes vulnérables, surtout celles en situation de handicap. En plus de ce don en nature estimé à 46 millions de francs CFA, l'ONG CBM leur ajoute une enveloppe de 38 millions de francs CFA. C'est un message d'abord d'inclusion. Inclusion dans le sens que la lutte contre la Covid-19 ne doit pas être uniquement l'apanage de tout le monde, parce qu'à l'intérieur de tout le monde, il y a des groupes spécifiques. Et dans ces groupes spécifiques, il y a des personnes handicapées. Et même à l'intérieur des personnes handicapées, il y a encore d'autres types de personnes handicapées. Ça veut dire qu'il faut que la réponse soit inclusive, de telle sorte que les personnes handicapées se sentent aussi informées au même titre que les autres personnes dites non handicapées. Le geste de CBM, en collaboration avec le Conseil régional, vise à renforcer les capacités opérationnelles de ses partenaires dans la lutte contre le Covid-19. 5 régions sont bénéficiaires. Généralement, nous avons l'habitude de remettre des dons de façon azimut, sans tenir compte des spécificités des cibles, je veux dire de ceux-là qui reçoivent. Aujourd'hui, ils ont fait la part belle à des handicapés, handicapés visuels, handicapés mobiles. Avec cette initiative de CBM, d'autres vont emboîter le pas, de sorte à ce que nous aussi, nous puissions éviter dans ce coronavirus-là. Si ça reste chez nous, on va contaminer les autres. En plus de ces dons, CBM entend contribuer à la sensibilisation de la population sur la maladie. L'ONG envisage les jours à venir la réalisation de spots publicitaires et des affiches de sensibilisation inclusives dans les régions d'intervention du projet. Et c'est avec cet élan de solidarité que nous refermons l'édition de ce soir. Tout à l'heure à 21h, édition spéciale sur le discours sur l'état de la nation. C'est avec Fousseni Kindo et ses invités. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.